Bonjour, bienvenue dans cette formation sur l'essentiel de la thermodynamique. On va essayer de commencer par des généralités. Donc premièrement, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un système thermodynamique. Donc pour un système thermodynamique, donc vous avez un contenu matériel et vous avez une surface de contrôle. Ce que je dis ici maintenant, c'est la surface de contrôle. Et vous avez à l'intérieur un contenu. Donc un contenu matériel. C'est ça ce qu'on appelle un système thermodynamique. C'est le contenu à l'intérieur plus donc la surface de contrôle. Ce qu'on appelle la surface de contrôle. Sigma par exemple. On la note. Sigma, c'est une surface fermée. Attention, c'est une surface qui est fermée. Et ça peut être réel, comme ça peut être fictive. Ça peut être imaginaire. Quelque chose qu'on imagine par la pensée. Et ça peut être aussi réel. Et puis, vous avez le milieu extérieur. Le milieu extérieur qui se trouve juste voilà, à l'extérieur de notre système. Donc vous avez le système constitué par l'élément matériel, puis vous avez la surface de contrôle qui est ici, voilà, qui permet l'échange, et vous avez le milieu extérieur. Donc, le système thermodynamique, on note par exemple S, le système thermodynamique, plus donc le milieu extérieur, ça on l'appelle un univers. C'est l'univers. Et vous avez des échanges entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Donc on a des échanges. Donc ces échanges peuvent être de deux natures. Bien sûr, on a des entrées et on a des sorties. Voilà, on a des sorties et des entrées. Donc, on peut avoir donc un échange de travail ou un échange de chaleur, ce qu'on note Q, de V ou bien Q. Ça, c'est l'énergie. Donc, l'énergie, donc ça peut être soit le travail, soit la chaleur. Et ça peut être aussi un échange de matière. Un échange de matière. Voilà. Et pour le travail, donc, il existe plusieurs types de travail. Ça peut être un travail donc électrique, un travail de pression. Voilà. Donc, pour ce qui est du travail donc mécanique, ce qu'on appelle un travail qui est mécanique. Ici, ça peut être un travail donc ici mécanique. On précise bien un travail mécanique. Donc électrique, mécanique, et on peut avoir d'autres. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'on a donc un travail mécanique? Donc pour le travail voilà, mécanique, c'est lorsqu'on a une déformation. On a une déformation de la surface de contrôle. Donc si on a cette déformation, on va dire que notre système échange du travail mécanique. Et donc c'est ça. L'échange, ça peut être soit l'énergie, soit la matière. Voilà, donc vous avez ici l'échange. L'échange qui peut avoir entre, on peut avoir entre donc le système et le milieu extérieur. Donc soit de l'énergie. Et l'énergie, ça peut être soit du travail, soit de la chaleur. Et on peut avoir aussi de la matière. Voilà les deux types d'échanges entre
le milieu extérieur et le système thermodynamique. On a des conversions, ou bien on va dire des conventions thermodynamiques. On a une convention thermodynamique, c'est que ce qui entre vers le système thermodynamique, donc vous avez un système thermodynamique, ce qui va entrer vers le système, on va le considérer comme quelque chose de positif. Et ce qui va sortir va être considéré comme quelque chose de négatif. Donc c'est très intéressant. Ce qui entre, c'est positif. Et puis, ce qui sort va être, c'est une perte en fait. Une grandeur par exemple, on va l'appeler G. Ici, la grandeur considérée, donc voilà, elle est considérée positive parce qu'il rentre, c'est un gain, voilà. Et ici, c'est une perte. Le système, donc en raison par rapport au système thermodynamique. Donc ici, si on raisonne par rapport à l'extérieur, on va dire que voilà, l'extérieur, dans cette transformation ici, ou bien dans cet échange, le système perd. Il perd. Et ici, il y a un gain. Donc c'est relatif. Donc si on raisonne pour la convention, ce qu'on appelle la convention thermodynamique. Donc c'est ça, on raisonne par rapport au système, voilà, thermodynamique. On va parler aussi donc des types de systèmes. Donc, on va avoir un système thermodynamique fermé. Un système thermodynamique fermé, donc qu'est-ce que ça peut échanger entre, on parle toujours milieu extérieur, système thermodynamique. Donc il peut échanger seulement de l'énergie. Lorsqu'on dit énergie, ça veut dire donc soit le travail, soit la chaleur, mais pas de matière. Il ne change pas de matière. Voilà, on va noter par exemple N, nombre de moles, bien la quantité de matière. Pour un système thermodynamique ouvert, donc c'est un système qui peut échanger à la fois de l'énergie, donc c'est permis, et à la fois de la matière. On a un système thermodynamique isolé. Donc système thermodynamique isolé, ça veut dire il ne peut échanger ni énergie ni matière. C'est ça un système thermodynamique donc isolé. Donc pour réaliser un système thermodynamique isolé, donc déjà le système doit être bien sûr, il doit être donc fermé. Ça veut dire la paroi ne permet pas donc à la matière de rentrer. Et puis pour l'énergie, on doit avoir une paroi. Donc la paroi sigma doit être calorifugée. Donc on a ici une terminologie qu'on doit connaître. On l'appelle paroi calorifugée. Ça veut dire pas d'échange thermique. Le Q est égal à 0. Et puis, par rapport donc au travail, cette paroi doit être rigide. Voilà. Lorsqu'on veut dire que la paroi est calorifugée, ça veut dire que Q, qui est une partie de l'énergie. L'énergie ici, on peut avoir deux formes. Soit du travail, soit de la chaleur. Donc ici, la chaleur, dans le cas d'une paroi calorifugée, donc elle est nulle. Ça, c'est une première partie. Mais on a dit que l'énergie, on n'a pas d'échange d'énergie. Ça veut dire ni travail, ni chaleur. Pour qu'on n'a pas
un échange de travail, donc la paroi doit être rigide. Ça veut dire on n'a pas de déformation. Vous vous rappelez qu'on a dit, pour qu'on ait un travail, donc on doit avoir une déformation de cette surface de contrôle. Mais ici, pas de déformation. La déformation n'est pas permise. Donc voilà, c'est ça un système. Donc c'est ça, on peut dire que c'est le cas pratique. Comment réaliser un système isolé? Bien sûr, on ne peut pas réaliser un système isolé parfaitement, d'une manière parfaite. Mais on peut rapprocher ça avec ces conditions. Donc dans ce cas, paroi rigide, rappelez-vous, ça veut dire que le travail est nul. Voilà. On a un travail nul. Donc on a une terminologie, donc paroi, ce qu'on dit paroi calorifugée. Voilà. Donc c'est exactement donc la même chose si on dit donc une paroi athermale, on peut le dire aussi. Et on peut aussi l'appeler paroi adiabatique. Paroi adiabatique. Tout cela veut dire que Q, la chaleur, elle est nulle. Ou bien il n'y a pas d'échange de chaleur. Et puis, on va passer à autre chose. Donc, on a les variables d'état. Ce qu'on appelle les variables d'état. Ce sont des variables. Donc, pour les variables d'état. Donc, ce sont des généralités. On va essayer de passer rapidement sur ça pour bien avoir une idée, pour bien comprendre les examens, comprendre les exercices, comprendre la terminologie, parce qu'on doit utiliser le même langage, le langage thermodynamique. On va essayer d'entamer ça donc un petit peu rapidement. Voilà les variables d'état. Donc ce sont des variables qui permettent de décrire le système thermodynamique, que ce soit la pression, la température, donc vous avez la masse donc volumique, vous avez donc ça peut être donc en termes on a deux types en réalité on a deux types donc de variables. Ça peut être soit donc extensif, soit intensif. Donc on peut avoir ici d'autres variables, par exemple la masse molaire, on peut avoir la masse et on peut avoir d'autres, voilà, la concentration aussi, on peut avoir donc plein de paramètres. Ça peut être une combinaison de ces paramètres ou bien d'autres. Donc pour les variables d'état, on distingue les variables donc qui sont extensifs. Qu'est-ce que ça veut dire extensif? Ce sont des variables additives. Voilà, donc qui sont c'est une variable donc additive. Voilà, ça veut dire on peut faire la somme, on peut les sommer. D'accord? C'est-à-dire si on a donc voilà des exemples, on peut avoir des exemples. Ça peut être par exemple la masse molaire, bien la quantité de matière, ça peut être la masse. Voilà, donc ces variables-là, on peut les sommer. Donc c'est ça. Par exemple, vous avez deux systèmes. Un système thermodynamique 1 et un système thermodynamique 2. Voilà, on veut par exemple calculer la masse de la somme de S1 plus S2. Eh bien, ça va être la masse de S1 plus, séparément, de S2. La même chose pour la quantité de matière. On a d'autres variables qui sont intensives. Ce sont des variables ici, donc extensives. On peut dire donc des paramètres extensifs et des paramètres, voilà, intensifs. Ou bien des variables extensives. Voilà. Et ces variables extensives sont non additives, qui ne sont pas, voilà, ces paramètres-là ne sont pas additifs. Par exemple, donc la pression,
la température. Voilà, vous avez aussi donc la masse molaire. Et vous pouvez avoir d'autres. Donc, par exemple, si vous avez donc un récipient qui contient, par exemple, de l'eau chaude, par exemple, à une température de 20 degrés Celsius, et on lui rajoute, par exemple, un autre liquide d'une température de 30 degrés Celsius. Eh bien, le mélange, le S1 plus le S2, si on veut calculer la température de ces deux, on ne va pas dire que c'est 20 plus 30. C'est faux. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas les sommer. Ils sont définis localement et donc, voilà, on ne peut pas faire la somme. Donc, comment caractériser, en fait, ces paramètres extensifs et intensifs? Donc, un paramètre intensif est défini comme étant, voilà, un paramètre, ou bien une variable, on va dire, voilà. Donc ici, donc vous pouvez avoir aussi, donc ici le volume aussi. Donc le volume, ça permet aussi de faire la caractérisation. Donc un paramètre intensif. Paramètre intensif, eh bien c'est le rapport entre deux paramètres. Paramètre 1 qui est extensif, voilà, et la même chose pour le deuxième, paramètre 2, qui est aussi extensif. Donc intensif est égal extensif sur extensif. Donc voilà. Donc voilà, on a cette voilà cette caractérisation. Donc on peut avoir des exemples. Donc parmi les exemples qu'on peut avoir, par exemple, donc vous avez la masse volumique qui est égale à la masse divisée sur le volume. Eh bien, vous avez la masse qui est une variable donc extensive et le volume aussi, on peut le sommer, qui est extensive. Donc extensive sur extensive, ça vous donne donc une variable qui est intensive, qui est la masse volumique. On peut prendre aussi la concentration. La concentration, par exemple, est égale à voilà, la quantité de matière divisée par le volume. Aussi, la quantité de matière, c'est extensive. Sur extensive, ça vous donne voilà, un paramètre qui est intensif. On peut avoir ici, par exemple, l'exemple aussi de la pression. On définit parfois donc la pression comme étant donc la force divisée par la surface. Et aussi, donc la surface, on peut la sommer. Les forces, voilà, ça peut être sommable. Et vous avez la pression qui est un paramètre, voilà, intensif. Donc c'est ça un petit peu la caractérisation des variables, bien des paramètres extensifs, intensifs. Et puis à l'aide de ces variables d'état, on peut définir donc l'équation d'état. C'est une équation donc avec un nombre qui est le plus optimum, un nombre indépendant, nombre de paramètres indépendants qui permettent la caractérisation, la modélisation du système thermodynamique. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir des paramètres, des variables qui voilà, qui ne servent à rien. On va avoir juste les variables suffisantes, nécessaires, variables qui sont suffisantes et nécessaires pour décrire notre système. Par exemple, dans le cas d'un gaz parfait, donc vous avez l'équation d'état, donc voilà, PV est égal nRT. Ça, c'est une équation d'état. Donc on peut la transformer, par exemple écrire, vous avez une fonction, les paramètres qui permettent donc la caractérisation, vous avez la pression, le volume, et vous avez la température, on peut écrire est égal à 0. Ça veut dire voilà nos paramètres qui permettent cette caractérisation. Et c'est une équation, ici la pression, le volume et la température permettent de caractériser notre système thermodynamique qui est un gaz parfait, par exemple dans un récipient. Donc c'est ça ce qu'on peut dire sur les paramètres d'état et la question d'intensif et extensif. Aussi, donc si on a par exemple donc une variable qui est extensive sur intensive, donc ça vous donne
donc une variable qui est extensive. Voilà, on peut chercher des exemples, mais retenons ça que voilà, un paramètre intensif est égal à un paramètre extensif. Bien, c'est le rapport de deux paramètres extensifs, c'est-à-dire qui sont sommables. On peut les sommer, on peut les intégrer. Donc l'intégration, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est une sommation. Voilà, c'est une sommation, mais c'est une somme. Donc c'est ça. Passons maintenant donc, à définir qu'est-ce que c'est qu'une transformation. Donc une transformation, donc c'est un changement. Un changement en fait dans les paramètres qui permettent la caractérisation du système. Et lorsqu'on a ce changement, on a cette transformation, donc ça permet un déplacement. Un déplacement entre un état initial et un état final. Vous avez donc transformation thermodynamique. Voilà. Vous avez notre système donc dans un premier état, c'est l'état qu'on va nommer par exemple l'état 1 ou bien l'état initial, caractérisé par un certain nombre donc, de paramètres, par exemple pression 1, vous avez le volume, vous avez la température, et voilà bien d'autres. Et on va avoir donc une transformation en changeant, en appliquant des contraintes sur ce système. Pour changer, on va avoir un état final, bien un deuxième état, caractérisé par d'autres paramètres. La pression 1, voilà, ici on change, volume 2, voilà, la température, une deuxième température, donc on change ça. Vous avez système voilà, thermodynamique dans un autre état. Et pour les transformations, donc on peut définir donc 3 types de transformations. Voilà, 10 types, donc voilà, d'une certaine manière. Donc on peut avoir une transformation qui est quasi statique, ou bien une transformation qu'on appelle une transformation brutale. Transformation, vous avez transformation brutale, ou bien quasi statique. Ça veut dire, donc, ici, donc pardonnez-moi, donc vous avez, donc ici, on l'appelle transformation en réalité, transformation lente. On va voir la transformation brutale après, transformation lente. Bien, donc infiniment lente, qui est très lente. Voilà, vous avez donc brutale, ça veut dire très rapide, instantané. Mais pour une transformation qui est infiniment lente, voilà, on va dire infiniment lente, équivalent, la même chose de dire. Donc on va voir l'équivalent de brutal. Maintenant, concentrons-nous sur le premier type, c'est infiniment, une transformation infiniment lente ou bien quasi statique. C'est-à-dire que la transformation passe par des états d'équilibre, donc consécutifs, ce qui permet donc pour les paramètres d'état d'être définis, parce que on avance petit à petit pour notre transformation et ça permet que ces paramètres soient définis. Ça, c'est le premier type. Vous pouvez avoir un deuxième type, ce qu'on appelle une transformation, voilà, transformation réversible. Il ne suffit pas que la transformation soit quasi statique ou bien infiniment lente pour qu'il soit réversible. Donc on a deux conditions. Il doit être déjà infiniment lente ou bien quasi statique. Et puis, doit être renversable. Ou bien, si on inverse le sens du temps, on va passer par les mêmes états. On va revenir par le même chemin. Donc, si par exemple, le chemin de déplacement de l'état initial vers l'état final, c'est ça, eh bien, si on fait un retour, on doit passer par les mêmes états. Et pas emprunter un autre chemin. Emprunter le même chemin. Donc c'est ça, doit être renversable. Donc dans ce cas, on dit que la transformation est réversible.
transformation est réversible. On a un troisième état, bien un troisième type de transformation, c'est une transformation qui est réelle, une transformation irréversible. C'est une transformation qui est soit quasi statique mais non renversable, voilà, soit il n'est ni renversable ni quasi statique, il est brutal. Par exemple, on dit que c'est brutal. Voilà, transformation brutale, ça veut dire il est très rapide, il est instantané. Et lorsqu'il est instantané, ça ne permet pas aux paramètres, nos paramètres d'état d'être définis. Ça passe très rapidement que ça ne laisse pas le temps pour que ces paramètres soient définis en des temps bien précis. Donc c'est une transformation voilà, qui est réelle déjà, c'est la transformation réelle. Les autres sont des modélisations, des approches. Et comment les connaître? Eh bien, donc ce qui est lié à ce type de transformation irréversible, c'est en fait la perte d'énergie. Vous avez des pertes à travers donc les frottements, à travers peut-être les transferts de chaleur, voilà, ça peut être des transferts de chaleur, et c'est ça qui permet et qui oblige que la transformation soit irréversible. Donc toutes ces transformations, ça permet donc d'avoir des équations, des relations relatives à chacune d'entre elles.